Merci de votre attention. L'actualité ce soir, la rencontre gouvernement, secteur privé, une réunion de concertation, la toute première entre l'État et le secteur privé. Les deux parties ont échangé sur un partenariat rentable. Réunion présidée à la primature par le chef du gouvernement, commissaire Lom Classou. Forces de l'ordre, société civile, ensemble pour la préservation de la paix en 7 ans de troubles sociopolitiques. Les deux parties étaient en séance de travail ce mardi à l'initiative du gouvernement. Et puis, ils peuvent se frotter les mains. 2600 visiteurs en 3 jours pour célébrer la littérature togolaise à Blue Zone Kakaveli. Satisfait donc les organisateurs de cette première édition de la Foire du Livre qui a refermé ses portes hier lundi. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. L'État, le secteur privé face à face donc ce mardi pour la toute première réunion du comité de concertation entre les deux parties. Les échanges ont porté sur un partenariat rentable. Réunion à la primature présidée par le chef du gouvernement, commissaire Lom Classou, le compte rendu de Carmen Madjej Akako. Le secteur privé constitue dans toutes les économies modernes un véritable moteur de croissance et de développement. Conscient de cette réalité, le gouvernement togolais a toujours fait de la promotion du secteur privé un axe stratégique de sa politique de développement économique. La réalisation de cet objectif repose sur un partenariat fort entre l'État et le secteur privé. Pour pérenniser ces acquis, le gouvernement a mis en place un comité de concertation entre l'État et le secteur privé pour renforcer la confiance mutuelle entre les deux parties, contribuer à la mise en œuvre de toute action concrète permettant d'assurer la croissance et le développement du secteur privé en vue d'une meilleure intégration de l'économie togolaise dans toute la sous-région et dans le monde. Ce comité tient ici sa première réunion sous la conduite du Premier ministre, commissaire Lom Classou. Les représentants du secteur privé ont salué la tenue de cette réunion. Ils ont relevé les difficultés liées à leurs activités, surtout ces derniers mois marqués par une crise politique. Ils ont également promis de verser leur contribution au comité de concertation afin d'enrichir les échanges avec le gouvernement. Le cadre est le bienvenu pour permettre au secteur privé d'échanger avec le gouvernement afin d'apporter des solutions aux différentes difficultés que rencontre le secteur privé. En ouvrant cette première réunion du comité de concertation entre l'État et le secteur privé, le Premier ministre, chef du gouvernement, commissaire Lom Classou, a d'abord rendu grâce à Dieu pour avoir permis cette rencontre ce jour, rendant ainsi effectif et opérationnel le décret numéro 2017-049/PR du 31 mars 2017 qui concrétise la volonté manifeste du président de la République et du gouvernement de faire du secteur privé la cheville ouvrière de la croissance économique. Nous avons tenu à organiser cette réunion à la demande du président de la République pour échanger avec vous, acteurs du secteur privé, sur l'évolution des activités économiques, ceci naturellement en rapport avec la crise socio-politique conjoncturelle actuelle que connaît notre pays. L'idée est de saisir l'occasion pour discuter avec vous et surtout de vous rassurer par rapport aux mesures prises par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État en vue de favoriser l'investissement, susciter davantage la consommation et stimuler la croissance dans notre pays. La présente rencontre a aussi pour objectif essentiel de prêter oreille attentive à vos perspectives, mesdames et messieurs du secteur privé, en rapport avec l'opérationnalisation du comité de concertation entre le secteur privé et le gouvernement et par des réflexions communes et permanentes, renforcer la confiance mutuelle pour un partenariat rentable. En se félicitant de la présence des acteurs du secteur privé à cette rencontre et de leur apport durant les échanges, le Premier ministre, commissaire Lom Classou, a reprécisé le rôle du comité de concertation qui ambitionne d'associer le secteur privé à la politique de développement du pays. Le comité de concertation
est une émanation de la vision du président de la République et mise en œuvre par le gouvernement dans sa volonté d'associer étroitement le secteur privé comme partenaire privilégié à la politique de développement du pays. Une meilleure impulsion de l'économie constitue le véritable enjeu au cœur de la politique gouvernementale. Conscient de cette réalité, le gouvernement fait de la promotion du secteur privé un des axes stratégiques de sa politique de développement économique. C'est donc pour organiser de manière structurée, efficace et permanente le dialogue entre l'État et le secteur privé autour des questions d'intérêt commun que le décret numéro 2017-049/PR a été pris le 31 mars 2017. En prenant appui sur les réformes engagées avec succès par le pays, la volonté du gouvernement est d'éviter les excès d'impôts, de taxes et même de cotisations sociales qui nuisent à la compétitivité de notre économie et donc de nos entreprises. D'éviter également la déflation, ce qui serait synonyme de récession, et favoriser plutôt la croissance. Le Premier ministre a rappelé les différentes mesures prises par le gouvernement dans la loi des finances rectificative exercice 2017 et de la loi de finances exercice 2018, de même que les mesures politiques envisagées par le gouvernement pour trouver une solution viable, et ce, dans un cadre apaisé à la crise actuelle, tout en rassurant les acteurs du secteur privé de la volonté du gouvernement à poursuivre ces échanges dans un cadre concerté. Le Premier ministre a indiqué que les questions recensées lors de la réunion feront l'objet d'une session du comité technique de concertation prévue par le décret créant le cadre de concertation. Il se tiendra avant la fin de ce mois sous la présidence du ministre des Finances. L'actualité, c'est aussi cette journée, la 9e journée africaine de la géotechnique. C'est en rapport avec les infrastructures durables. On y parle donc connaissance des matériaux, leur usage et surtout pour les États, la mise en commun d'une politique adaptée aux réalités de chaque pays. La rencontre a lieu à Lomé depuis ce matin, et ce pour 4 jours. T'habites ici à Capo, Augustin Kossi. L'absence d'un référentiel technique et la non prise en compte des innovations dans la réalisation des infrastructures, des mots qui caractérisent aujourd'hui le secteur des infrastructures en Afrique intertropicale. À cela s'ajoute la non-maîtrise des matériaux et leur usage, autant de facteurs qui affectent la durabilité des ouvrages. Face à ces défis, le recours à de nouvelles techniques de construction géotechnique s'avère nécessaire. À Lomé, les acteurs du secteur des travaux publics venus d'Afrique et d'autres pays échangent sur les nouvelles règles pour la construction des infrastructures fiables et durables. On ne peut pas parler de construction sans maîtriser le sol qui supporte les infrastructures, qui supporte les ouvrages. On doit parler des matériaux, on doit étudier les matériaux pour construire ces ouvrages. Et le défi, c'est de tout faire pour que ces infrastructures, ces milliards que les États investissent, que ces milliards-là ne partent pas après quelques années de construction. Nous avons d'importants défis à relever parce que les normes que nous utilisons pour construire nos routes, les normes que nous utilisons pour faire nos maisons, sont des normes qui viennent des pays d'Europe. Lorsque nous allons utiliser ces normes-là en l'état et que nous construisons nos ouvrages, les ouvrages ne vont pas tenir parce que les normes ont été faites en fonction de des matériaux qu'on rencontre chez eux. Alors le rôle de nous, les laboratoires, le rôle des laboratoires, le rôle des géotechniciens d'Afrique, c'est donc d'adapter ces normes-là, entre guillemets, de les tropicaliser en les adaptant à notre environnement, à notre contexte. Au regard des avancées technologiques et de la mobilité en milieu urbain en Afrique, la maîtrise de l'urbanisation reste un défi. La géotechnique constitue non seulement une solution, mais une réponse aux exigences du développement durable, selon le ministre Georges Aïdam de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, représentant ici le Premier ministre, Komi Selom Klassou.
Les défis auxquels nos États sont confrontés aujourd'hui dans la mise en œuvre des politiques de développement sont l'efficacité des investissements dans les infrastructures pour être garantie de leur pérennité afin de pouvoir affecter le reste des ressources à d'autres secteurs tout aussi prioritaires. Aussi, des questions sur la qualité de nos infrastructures demeurent-elles une préoccupation majeure des décideurs politiques et des bénéficiaires. Il s'agit de l'étude géotechnique, une exploration de la contexture du sous-sol qui devra nécessairement précéder l'exécution des travaux de construction de toute infrastructure. Tous ces indicateurs vont être définis au cours de cette 9e édition des Journées africaines de la géotechnique. Il est attendu des différentes parties prenantes la mise en place des mécanismes adaptés aux réalités de chaque pays susceptibles de favoriser la construction des infrastructures durables en Afrique intertropicale. Autre journée, celle de la décision de Yamoussoukro, décision sur la libéralisation des services de transport aérien en Afrique. À l'ANAC, ce matin, l'Agence nationale de l'aviation civile, eh bien, les acteurs ont commémoré cette journée, ou si vous voulez, cette décision qui concède des avantages certains pour les pays africains. De Douaré, Yves Akbuvi. Après l'adoption en 1999 de la déclaration de Yamoussoukro, les chefs d'État africains ont entériné cette décision qui a libéralisé les services de transport aérien intra-africain. Aujourd'hui, c'est chose faite et tous les États signataires de cette déclaration commémorent cette journée qui a créé des conditions favorables au développement du transport aérien en Afrique. Ici, à l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, les responsables du secteur aérien s'approprient les avantages, les objectifs et les opportunités de la dite décision. L'UA a recommandé à l'endroit de 54 États que le 14 novembre, qui est le jour où la décision de Yamoussoukro a été déclarée, c'est-à-dire de 1989, comme adoptée, de célébrer cette journée. Pourquoi on célèbre cette journée? C'est pour sensibiliser les gens. Nous avez vu qu'il y avait les compagnies, les prestataires de services, les gestionnaires d'aéroports, l'autorité régalienne que je suis. Nous les avons parlé. Donc, ça permet donc de faire un brassage et inviter les gens à coopérer et à libéraliser pour vraiment un transport aérien sûr et sécurisé. Parmi les 44 pays africains qui ont signé la déclaration de Yamoussoukro, 22 dans le Togo se sont engagés pour le marché unique de transport aérien en Afrique, ce qui a permis au Togo de créer de nouvelles opportunités d'affaires. Nous sommes en train d'inviter les compagnies qui arrivent. Au moment où on est arrivé en 2002 ici, il y avait à peine 4 compagnies qui opéraient. Maintenant, il y a 13 compagnies. Il y a des compagnies qui s'annoncent. Donc il faut maintenir un climat de sûreté et de sécurité pour les attirer. Aujourd'hui, les plus beaux aéroports, les 10 plus beaux aéroports en Afrique, vous verrez où se trouve le Togo en tête. Ça a attiré beaucoup de compagnies qui sont arrivées. La dernière arrivée, c'est TAP. Il y a Kenya Airways, il y a Egyptair et il y a Emirates qui sont dans les Saltimbanques pour arriver. Ça fait augmenter le tourisme, ça fait envoyer des gens d'affaires qui viennent investir et ça fait diminuer le chômage. L'entrée en vigueur de la décision de Yamoussoukro va favoriser l'accroissement du PIB dans les États signataires, le développement de l'économie, la création d'emplois et le développement de nouvelles liaisons commerciales. Malgré les avantages que présente cette déclaration, certains États peinent encore à y adhérer. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, forces de l'ordre, société civile s'engagent ensemble dans la préservation de la paix civile. Le contexte, vous le savez, s'y prête. Une démarche commune donc définie ce mardi à l'initiative du gouvernement. Edem Soussoukro. Le gouvernement togolais en quête d'un contrat social pour la préservation des conflits. Face à la résurgence de la crise sociopolitique marquée par des violences, l'État sollicite ici l'implication des forces de l'ordre et des acteurs de la société pour prévenir les conflits et renforcer la cohésion sociale. L'idée est favorablement accueillie pour apaiser les esprits et éviter des foyers de tension. Nous devons considérer le fait et l'étudier minutieusement pour donner des solutions adéquates. Parce que nous avons appris dans l'histoire qu'à 25 ans, il y a toujours, à toute génération,
il y a des mouvements. Alors il faut savoir maîtriser la situation afin que cela ne se dégénère. Et nous allons trouver des solutions adéquates pour maîtriser la situation, pour aider la population à se comprendre et donner les mains dans la main, trouver des solutions pour l'avancement de notre pays. C'est une bonne mesure parce que si nous voulons rentrer dans le firmament, Dieu a créé le monde, n'a pas créé ça dans les problèmes ou bien dans les conflits. Il a pris son temps avant de créer et il nous a dit de gérer et de cultiver. En gérant, cultivant, ne pas faire ces conflits. Nous voulons que les acteurs politiques s'asseyent pour définir quelque chose pour notre futur. Nous devons préserver la paix, rien que la paix. Cette démarche du gouvernement d'associer la justice civile, les acteurs politiques et tous les partenaires des acteurs de cette crise que nous sommes en train de traverser, je crois que c'est une démarche responsable à laquelle nous tous nous devons participer de façon active, avec un débat honnête et sincère. Cette démarche du gouvernement a aussi pour but de dissiper la crise de confiance entre forces de l'ordre et population. Ceci afin que chacun puisse, à son niveau, contribuer à la sécurité des biens et des personnes au Togo. L'importance pour nos différentes couches sociales d'être informées et sensibilisées sur la prévention des conflits voulus par le gouvernement à travers les services de la sécurité et de défense s'explique par le fait qu'en dehors de leur mission traditionnelle, ces forces sont de plus en plus sollicitées pour jouer une fonction sociale, à savoir faire respecter la paix sociale, ramener à la raison l'égaré et réguler la circulation. Cependant, de nos jours, les esprits s'accordent pour reconnaître que la préservation de la paix et de la sécurité ne peut plus être l'apanage des seules forces de sécurité. Les conséquences multiples, prévisibles des événements survenus ces derniers mois dans certaines villes de notre pays, à la faveur des manifestations publiques sur fond de revendications politiques et les menaces qui font peser sur la paix et la cohésion sociale, indiquent qu'il est plus que jamais important de prendre des mesures idoines en amont pour prévenir l'éclatement des conflits sociaux. C'est là le rôle que doit jouer non seulement l'État, à travers, entre autres, l'appareil sécuritaire, mais aussi l'ensemble des différents acteurs de la société, qu'ils soient politiques ou non. C'est aussi la raison d'être de cette rencontre d'échange par laquelle l'État entend jouer sa partition et vous invite à jouer la vôtre afin de prévenir le conflit dans notre pays et préserver la paix, sans laquelle aucun développement harmonieux n'est possible. Ces différents acteurs pourront avoir une idée claire des responsabilités qui leur incombent dans la prévention des conflits et de la criminalité. Et sachez aussi que le Togo se dote d'un plan d'action national de lutte contre les menaces nucléaires et biologiques. Les acteurs impliqués dans le domaine, avec l'appui du Centre d'excellence pour la réduction des risques nucléaires et biologiques, sont donc à pied d'œuvre depuis ce matin. Une initiative du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières pour justement permettre au Togo de disposer d'outils nécessaires pour non seulement prévenir, mais aussi maîtriser les menaces nucléaires. Fafa Dalmeda, Félix Simdacha. Plus de 11 000 personnes tuées par la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Si la pandémie a été finalement circonscrite, les souvenirs restent tout de même présents dans les mémoires. D'où la nécessité pour les pays de se doter de politiques efficaces de lutte contre les menaces d'ordre chimique, biologique, nucléaire, mais aussi radiologique. Le plan d'action national est une vraie stratégie du pays pour définir quelles sont ses priorités par rapport au secteur de la prévention, de la détection et de la préparation en réponse face aux risques NRBC. Donc aujourd'hui c'est un moment important parce que les experts de votre pays, de l'équipe nationale NRBC, mais aussi tous les experts qui ont leur mot à dire sur la thématique se réunissent pour fournir au gouvernement une stratégie de 2-3 ans sur quelles sont les actions à mener en priorité. L'élaboration du plan d'action national traduit l'engagement du Togo à mettre en place une bonne stratégie de prévention et un plan de lutte efficace contre ces menaces. Quand on parle de la chimie est présente partout.
dans le domaine industriel même, on a des produits qui sont utilisés dans ce domaine, dans l'agriculture, dans les hôpitaux et dans bien d'autres domaines. Le biologique, hein, nous avons des virus, des microbes, nous avons des matières, des déchets biomédicaux et tous ces déchets carrément qui sont dangereux et qui nécessitent une attention particulière pour une gestion efficace. Le radiologique, dans les hôpitaux, on fait des imageries et nous avons des déchets qui sont souvent imprégnés par les déchets radiologiques. Le Togo n'a pas de matières nucléaires, mais cela n'empêche que par transit, nous avons par exemple le Niger qui exploite de l'uranium, mais qui peut transiter par nos ports. Donc il est nécessaire que nous prenions les dispositions pour savoir les reconnaître, les détecter et prévenir tout accident possible. Le représentant du ministre en charge de l'Environnement et des Ressources forestières a salué l'accompagnement technique et financier de l'Union européenne dans l'élaboration de ce plan d'action national qui va permettre au Togo de garantir la sécurité de ses citoyens à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. À signaler aussi dans l'actualité ce soir cette séance de formation pour femmes entrepreneurs et d'affaires. Elles sont ici dans la transformation agroalimentaire, séance à Sotoubois. Les précisions de notre correspondant permanent dans la région, Lamarck Bojona. Après les sessions de formation tenues en juillet et août 2017 sur les rôles et responsabilités des leaders communautaires dans le développement local, l'hygiène et assainissement du cadre de vie et suivi et la gestion des infrastructures socio-communautaires, l'Agence nationale d'appui au développement à la base poursuit avec les bénéficiaires des ouvrages du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Selon une analyse de la situation des bénéficiaires des ouvrages, il ressort que ces derniers ont également besoin des appuis qui les aideraient à rentabiliser leurs activités dans la valorisation des ouvrages construits. Aujourd'hui, le marché moderne de Blita est un cadre excellent pour l'amélioration des conditions de vie des communautés à Blita. Et donc, pour permettre aux commerçantes, aux commerçants et aux autres utilisateurs du marché d'avoir les moyens nécessaires pour rentabiliser leur activité génératrice de revenus, d'être des entrepreneurs, il faut les outiller sur des thématiques portant sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Quel est l'environnement de l'entrepreneur? Comment est-ce qu'on peut initier, gérer et rentabiliser son activité génératrice de revenus dans l'exploitation d'un ouvrage moderne comme le marché moderne de Blita. Pour cette deuxième formation, la NADEB s'est focalisée sur deux thèmes, notamment la gestion d'une activité génératrice de revenus et l'entrepreneuriat féminin pour outiller les participants. Dans la région centrale, en dehors de Blita, la même formation s'est déroulée à la Maison de la Femme à Sotoubois. Voilà, nous étions effectivement avec Lamarck Bojona, mais avec les leaders et organisations des communautés bénéficiaires des ouvrages PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, qui étaient, eux, à Blita. La préoccupation là-bas, vous l'avez entendu, c'est de les amener à rentabiliser leurs activités dans l'exploitation des ouvrages construits, des ouvrages PUDC. Je vous l'annonçais, cette séance de formation pour femmes, entrepreneurs et d'affaires, elles sont dans l'agroalimentaire, séance à Sotoubois, les précisions de Lamarck Bojona. Elles sont toutes membres de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo, FEFA Togo. Malgré les énormes potentialités dont elles disposent en tant que transformatrices, force est de constater qu'elles font face à d'énormes difficultés qui freinent l'expansion de leurs activités. Cette session de formation vient accroître leur capacité dans la transformation agroalimentaire. Nous avons au préalable demandé aux femmes quels étaient leurs besoins et c'est sur la base de ces besoins que nous avons donc monté le module de formation pour que ça puisse réellement répondre à leurs besoins. Nous allons en long et en large voir les différentes techniques. Nous savons que les femmes la majorité des femmes sont déjà
dans la transformation agroalimentaire, mais nous allons leur apprendre d'autres techniques, améliorer aussi les techniques existantes et puis voir ensemble comment nous pouvons mettre en place une politique de commercialisation. Ce que nous avons compris, c'est que les femmes produisent beaucoup, mais c'est la vente des produits qui pose problème. Donc comment rechercher le marché? La Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo est une association composée de 33 associations sur toute l'étendue du territoire national. L'une des missions de cette fédération consiste à promouvoir un entrepreneuriat féminin compétitif à travers un programme soutenu de renforcement des capacités. La présente formation a été financée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et voilà qui est dit à l'étranger maintenant, deuxième jour du forum de Dakar sur la sécurité et la paix. De nombreux dirigeants ont lancé un appel pour aider leur pays à assumer leur propre sécurité. Et pour le Tchad, la lutte contre le terrorisme reste une priorité. Reportage Africa 24. La lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix en Afrique était au cœur du débat lors de la première journée du 4e Forum international de Dakar. Le Tchad, allié incontournable de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme dans la zone Sahel, était représenté par son Premier ministre Albert Pahimi Padaké, qui est revenu sur l'importance de la sécurité dans le processus de développement auquel aspire le continent. L'Afrique est le continent le plus vulnérable et le plus exposé à ces menaces qui mettent en péril la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, condition sine qua non du développement auquel aspirent légitimement tous nos peuples à travers le continent. Afin de lutter contre ces menaces, le Tchad, associé au Niger, au Mali, au Burkina Faso et à la Mauritanie, ont formé la force du G5 Sahel en juillet 2017, une organisation qui a effectué sa première mission en novembre 2017. Pour ce qui concerne le Tchad, à sa détermination à lutter farouchement contre les terroristes sur notre territoire national et à voler à la rescousse d'autres pays frères du continent en proie aux obscurantistes criminels de tout acabit dans la bande sahélo-saharienne. En Afrique, le terrorisme est devenu un véritable fléau et le continent doit actuellement faire face à des milices armées telles que Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, les Shebab en Somalie ou encore AQMI au Sahara et au Sahel. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ambitionne de trouver des solutions collectives contre ce fléau impliquant les États, la sous-région et l'Union africaine. Retour chez nous au Togo, dans le reste de l'actualité, d'abord ce communiqué. Depuis un certain temps, des individus véreux se faisant passer pour M. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, ou comme étant des fonctionnaires de son ministère, escroquent d'honnêtes citoyens en leur proposant des recrutements à la fonction publique ou la facilitation de l'obtention des visas occidentaux contre de fortes sommes d'argent. Le ministre tient à informer les citoyens que son département n'a pas la capacité de recruter dans la fonction publique sans passer par voie de concours. De même, ni le ministre ni les agents du ministère ne disposent non plus de la possibilité de faciliter de quelque manière que ce soit l'obtention de visas occidentaux. Il est donc demandé à la population d'être vigilante et de signaler à la police ou aux autorités judiciaires ces actes d'usurpation et ce genre de comportement crapuleux, communiqué donc du ministre Gilbert Bawara. Enfin, ce chiffre, je vous l'annonçais aussi déjà dans les titres, 2600 visiteurs à Blue Zone, Kakaveli, l'espace de 3 jours. C'est pour célébrer la littérature togolaise. Satisfaction donc pour les organisateurs de la première édition de la Foire du Livre. Elle a refermé ses portes hier lundi. Robert Kotobé, Yatara témoin. Les rideaux sont tombés sur la première édition de la Foire internationale du livre de Lomé, une fin marquée par une conférence de presse couplée du lancement des activités de l'association PEN Togo. Placée sous le thème « Le livre, un instrument de culture », cette foire a connu la participation des amoureux des belles lettres, écrivains confirmés ou en herbe, étudiants et élèves. Tout élève qui se cultive dans la lecture
peut bien réussir dans n'importe quelle série. Même la A4, tu lis, tu peux bien faire les français et autres. Le français sert aussi dans la compréhension de la mathématique, des physiques. Ça m'a permis de voir les nouveaux livres, de connaître beaucoup et des écrivains africains que je ne connaissais pas avant. Le bilan général des activités. Nous avons tenu 2 panels de discussion, 3 conférences sur le livre numérique, 4 formations, en tout 14 causeries littéraires, des spectacles, pour ne citer que ces activités, sans oublier l'espace enfant qui a mobilisé plus de 1200 enfants, ce n'est pas rien. Et de façon générale, la foire elle-même a pu comptabiliser un peu plus de 2600 adultes. Chose nouvelle, ce 4e et dernier jour de la foire internationale du livre de Lomé marque le démarrage officiel des activités de l'association PEN International, branche togolaise. PEN Togo est une association regroupant des écrivains, des essayistes, des éditeurs, des blogueurs, bref, tous ceux qui en partagent l'écriture comme moyen de liberté d'expression. L'idée à l'époque, c'était de faire que, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, l'art, en termes d'écriture, de peinture et de tout ce qu'il y a comme art, puisse circuler. Malgré tout, sans censure, sans contrainte. L'association PEN International, fondée en 1921, est implantée dans plus de 100 pays. Elle promeut la littérature et la liberté d'expression. Et puis spécial 50 ans de l'église évangélique et presbytérienne paroisse de Lavier à Goviépé dans la préfecture de Kloto. Elle est aussi couplée de la célébration des 50 ans d'existence du dit village. Autorités administratives et locales, natifs du milieu, sympathisants et invités, tous ont fait le déplacement pour célébrer le jubilé d'or. Le compte rendu de Sonia Abenipo. C'est un dimanche pas comme les autres pour ces fidèles et responsables de l'église évangélique presbytérienne ici à Lavier à Goviépé dans la préfecture de Kloto. Et pour cause, la célébration du jubilé d'or de la dite église. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce passage biblique tiré du livre de Matthieu chapitre 5 verset 16 qui a été le thème de méditation de cette célébration. Un thème sur lequel le modérateur Sénamé Avenou s'est appesanti en invitant les fidèles à placer Dieu au centre de leurs actions. L'Église doit tout faire pour que l'évangile atteigne tous les hommes. Tout l'évangile à tout l'homme, pas seulement du côté spirituel, mais aussi du côté physique et matériel. C'est ce que je vais dire et demander à cette population de tout faire pour que l'évangélisation s'étende dans le milieu, pour que tout le monde ait accès à la parole de Dieu, cette parole qui libère. L'événement est également couplé de la célébration des 50 ans de la création du village de Lavier à Goviépé. Une occasion qui a permis aux invités et même aux natifs du milieu de découvrir et de comprendre davantage l'histoire de la création du village. Ce village a été créé par des chrétiens déjà confirmés qui étaient dans le grand village Lavier et qui ont décidé en 1959 de quitter ce village et de venir habiter ici parce qu'il n'y a plus d'espace, plus de place dans l'autre village pour permettre aux jeunes de construire. Donc le quartier qui s'appelle le quartier Agodze de l'autre village a décidé de déménager pour bâtir, construire ce nouveau village qu'on appelle Agoviépé, qui signifie le village des enfants de Agon. Cette célébration constitue le début d'une nouvelle ère pour l'église et pour le village qui devront désormais faire face aux défis de développement socio-économique. Pour l'occasion, une stèle a été inaugurée afin d'immortaliser l'événement. Et voilà, ainsi se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous regardez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.